J'ai 92 ans, et je n'ai plus peur de ce qui pourrait arriver si je disais la vérité. Tout ce que j'ai vu et vécu est resté au fond de moi, comme une épave cachée au fond de l'océan. Mais maintenant que mes jours sont comptés, je me sens obligé de le partager, même si personne ne le croira. Cette histoire commence il y a plus de 40 ans, lorsque je faisais partie de l'équipage de la mission Helios 7. Nous sommes partis explorer une planète lointaine, alors appelée Unité 47, modestement, sans romance. Pour nous, c'était juste un autre travail, une autre tâche pour conquérir l'espace. L'Unité 47 était une planète froide et désolée dont la surface ressemblait à un mélange de paysages martiens et de déserts polaires terrestres. Son ciel était d'un bleu profond et les étoiles semblaient briller plus que partout ailleurs. Nous y sommes arrivés à bord du vaisseau de recherche Hyperion, un groupe de 5 personnes, chacun étant un professionnel à part entière. Nous avons atterri dans un cratère qui avait été choisi par le commandement comme zone de sécurité. Les premières heures se sont déroulées sans incident. Nous avons déployé du matériel, prélevé des échantillons de sol et de roches. Tout s'est déroulé selon le protocole. Mais vers la fin de la journée, alors que le soleil commençait à descendre lentement sous l'horizon, j'ai remarqué le premier phénomène étrange. Sur une colline lointaine, à quelques kilomètres de nous, se tenaient des silhouettes. Ils étaient presque immobiles, grands et minces, avec des proportions allongées, qui semblaient à la fois étrangères et inhumaines. Leurs têtes étaient étrangement allongées, comme les crânes allongés des anciennes momies, et leur corps ressemblait à des silhouettes de cauchemar. « Vous voyez ça ?» murmure l'un des membres de l'équipage, Carter, en pointant sa main vers les silhouettes. Nous nous sommes tous retournés. Nous avons d'abord cru à un jeu de lumière, à une illusion d'optique, mais les figures étaient trop claires, trop immobiles, et, plus étrange encore, elles nous regardaient, droit dans les yeux. Personne n'a dit d'un mot jusqu'à ce que notre commandant, Richard, ordonne à tout le monde de retourner au navire. Sa voix était calme, mais je voyais ses mains trembler légèrement. Nous avons rapidement enroulé l'équipement et nous nous sommes dirigés vers l'Hyperion. Pendant tout ce temps, je sentais leur regard sur moi, comme un poids pesant sur ma nuque. Lorsque nous avons atteint le navire, les silhouettes avaient dans moi disparu, comme si elles se dissolvaient dans l'ombre. Mais ce n'était que le début. Le navire était pour nous une forteresse, une zone de sécurité où nous pouvions nous cacher de l'inconnu. Lorsque l'énorme écoutille s'est refermée hermétiquement, je me suis senti soulagé, comme si la carapace d'acier nous avait séparés de tout ce qui se passait à l'extérieur. À l'intérieur, cependant, il régnait un silence oppressant, rompu uniquement par le bruit de nos pas et de nos respirations lourdes. Carter, qui était toujours le plus bavard d'entre nous, était assis dans un coin de la cabine, se rongeant nerveusement les ongles d'une manière qui ne lui était pas habituelle. Ses yeux allaient d'un coin à l'autre, comme s'il attendait que quelque chose apparaisse, même ici, à l'intérieur. « Ils n'ont pas bougé, » dit-il enfin, rompant le silence. « Je ne fais qu'observer. Est-ce une forme de surveillance ?» Richard, notre commandant, ne répondit pas. Il était assis à la console de contrôle, observant les relevés des capteurs externes. Son visage restait immobile, mais les coins de sa bouche se crispaient. « Les capteurs ne détectent de rien, » dit-il finalement, mais sa voix semblait ne pas croire à ce qu'il disait. J'ai regardé le moniteur. Les ronds relevés étaient en effet normaux. Aucun mouvement, aucun signe de vie à l'extérieur du vaisseau, juste la surface stérile de la planète et son ciel étrange. Ce ne sont peut-être que des rochers ou des plantes, suggérai-je prudemment, mais au fond de moi, je savais que je me faisais des illusions. Cette nuit-là, nous avons essayé de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Les quartiers de repos étaient liants et sombres, et chaque bruissement du système de survie ressemblait à un murmure.
Je suis resté allongé, à fixer le plafond, tandis que mes pensées tournaient autour de ces silhouettes. Leur immobilité, leur regard, ce n'était pas naturel, comme si leur existence même allait à l'encontre des lois de la nature. Et puis, le bruit a commencé. Au début, il s'agissait d'un raclement à peine audible, comme si quelqu'un poussait un objet pointu contre la peau extérieure du vaisseau. Il se répétait à intervalles réguliers, rappelant les griffures d'une griffe. Tout le monde s'est réveillé instantanément. Carter fut la première à sauter hors de la cabine et je la suivis. Richard était déjà à la console, le visage plus blanc que du papier. Les capteurs externes détectent des mouvements, marmonna-t-il, ne quittant pas l'écran des yeux. Sur l'écran, je voyais des formes vagues, comme celles que nous avions vues sur la colline. Elles se déplaçaient dans le vaisseau, d'un pas souple et silencieux. Mais le plus effrayant, c'est qu'elles se rapprochaient. « Qu'est-ce qu'ils font ?» chuchote l'une de nos collègues, Sarah, la voix tremblante. C'est alors que nous avons entendu le premier coup. Étouffé, puissant, on aurait dit que quelque chose de lourd frappait le blindage. Il a été suivi d'un autre, le métal a tremblé et les lumières d'urgence se sont allumées à l'intérieur du vaisseau. « Ils essaient de percer la coque, » dit Carter, et je pouvais entendre la panique dans sa voix. Richard se leva d'un bond de son siège et se précipita vers le panneau de contrôle. Il entra une série de commandes, activant le système de surveillance externe. Des images de caméras apparurent sur l'écran. Les créatures avaient encerclé le vaisseau. Maintenant, à la lumière des lampes de secours, nous pouvions mieux les voir. Leur corps était mince, presque osseux, recouvert d'une peau pâle, presque transparente, à travers laquelle transparaissaient des vaisseaux. Leur tête était allongée et leurs yeux étaient immenses, complètement noirs, sans aucune émotion. Ils ressemblaient à des insectes, agissant avec une coordination de sang-froid. L'une des créatures s'est approchée de la caméra et a appuyé son visage contre elle. Sa bouche s'ouvrit et un liquide sombre et épais en sortit, qui commença instantanément à corroder le verre. « Qu'est-ce que ?» murmure Carter. Des rumeurs de vie au-delà de la Terre avaient toujours circulé dans les cercles scientifiques, mais aucun d'entre nous n'était préparé à la voir ainsi, si proche, si menaçante. Le coup suivant fut encore plus dur. Le métal a gémi et j'ai senti le vaisseau s'incliner légèrement. Une véritable panique s'est emparée de moi. « Nous ne pouvons pas rester là !» hurle Carter. « Ils vont nous mettre en pièces !» C'est alors que le premier cri perçant a retenti. Le hurlement qui a coupé le silence était insupportablement fort, si trempé dans l'agonie qu'on aurait dit qu'il n'appartenait pas à un homme, mais à une créature qui avait appris des horreurs que les mortels ne pourraient ni jamais connaître. Je tournai la tête et vis Carter recroquevillé dans un coin. Son visage était pâle, ses yeux brouillés, comme s'il avait vu quelque chose qui ne pouvait être décrit avec des mots. Mais ce n'est pas lui qui a crié. Je me suis retourné vers le hublot et j'ai vu l'une des créatures grimper sur le navire, rongeant le métal de ses dents fines et pointues. Ses os sous sa peau bougeaient comme des machines, et ses yeux, noirs et brillants, nous fixaient, comme si elle ne se contentait pas de voir, mais comprenait notre fragilité mortelle. Le métal s'affaissait sous ses assauts. Un liquide s'écoulait de quelque part en haut, corrosif et chaud, qui, en touchant le sol, y laissait de profondes marques noires. Je pouvais sentir l'odeur de l'isolation brûlante et la panique s'empara de tout le monde. Les créatures ont agi de manière cohérente. Elles y se sont répandues sur la coque du vaisseau, leurs longs membres insectoïdes s'agrippant aux protubérances, creusant dans le blindage comme des griffes de prédateurs. Un à un, ils commencèrent à arracher des morceaux de métal, les arrachant avec un bruit qui ressemblait à un craquement d'os. Lorsque le premier morceau de blindage tomba à l'intérieur, ce fut trop rapide. La créature se glissa à l'intérieur, son corps se déplaçant avec une grâce et une vitesse incroyables.
Elle ne marchait pas, elle flottait dans les airs, et ses mouvements étaient si étranges que mon cerveau refusait de croire qu'ils étaient réels. J'ai à peine eu le temps de rebondir qu'il a attaqué la première personne. Sarah était trop peu près. J'ai vu son corps s'élever dans les airs. La créature a enroulé ses membres autour d'elle, qui étaient comme des crochets, qui déchiraient la chair avec une facilité effrayante. Elle a creusé son visage, et de sa bouche est sorti le même liquide âcre. Sarah laissa échapper un sifflement qui fut immédiatement remplacé par le silence. Son corps tomba sur le sol. La peau de son visage était brûlée, au point d'être méconnaissable, et elle ne bougeait plus. Mon corps était engourdi. Je ne pouvais ni bouger ni respirer. Je restais là, affalé contre le mur, à regarder la créature tourner sa tête tendue dans ma direction. Ses yeux brillaient à la lumière des lampes de secours, et un son subtil, comme un déclic, résonnait quelque part dans sa poitrine. Un autre bruit sourd se fit entendre à l'extérieur, et une deuxième créature pénétra dans le vaisseau. Ses membres, recouverts de quelque chose qui ressemblait à de la chitine, ont percé l'une des parois comme si elle était faite de papier. J'ai entendu le gémissement étouffé du métal et, alors que je réalisais que la coque commençait à s'effondrer, j'ai senti l'air s'alourdir. Le système de pressurisation luttait contre la fuite, mais c'était une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Richard gisait sur le sol. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne bougeait plus. Sa cage thoracique était déchirée, comme si elle avait été tranchée par des dizaines de lames acérées. La créature qui se tenait au-dessus de lui inclina la tête et lui arracha le reste de sa chair, laissant ses entrailles à nu. J'ai voulu crier, mais le son était resté bloqué dans ma gorge. Je voulais courir, mais mes jambes refusaient de bouger. La créature s'était retournée. Sa gueule était maculée de sang qui coulait le long de son long cou, presque inhumain. Tout ce qui se passait ressemblait à un cauchemar, mais ce n'était pas un rêve. C'était la réalité, impitoyable et froide, qui ne laissait aucune chance. J'ai commencé à reculer, mais l'une des lumières a explosé, illuminant tout le vaisseau en un éclair. Dans ce bref instant, je les ai tous vus. Les créatures se tenaient sur les restes des murs, sur le sol, suspendus au plafond. Leurs corps étaient trop nombreux pour être comptés. Elles ne faisaient pas que tuer. Elles observaient. Les lumières se sont éteintes, me laissant seul face à l'obscurité, dans laquelle les créatures se déplaçaient plus vite que je ne pouvais les voir. Leurs silhouettes clignotaient sur les murs, rampaient au plafond comme des araignées, s'apprêtant à fondre sur leur proie. Chacune de mes respirations semblait ralentir, comme si le temps s'était arrêté et que la gravité était devenue plus forte, forçant mon corps à s'accrocher aux vestiges de la réalité. Carter était allongé à côté de moi. Ses yeux étaient grands ouverts et sa bouche se recourbait en un cri muet. Il essaya de se lever, mais l'une des créatures glissa vers lui, enroulant son corps autour de lui comme un serpent géant. Ses membres griffus s'enfoncèrent dans sa chair. Puis, il y eut un bruit que je n'oublierai jamais, le bruit des tendons qui se déchirent et des os qui craquent. J'ai vu son corps se retourner. Son cri a été interrompu brusquement, et il n'y avait plus qu'un claquement écœurant dans l'air. Les créatures ne tuaient pas rapidement. C'était leur jeu, leur rituel, tordu et cruel, dont elles savouraient à chaque instant. Ma tentative de mouvement resta vaine. Mon corps ne m'obéissait pas, et ma conscience hurlait, implorant un peu d'espoir. Je vis l'une des créatures s'approcher lentement de moi. Ses yeux, noirs comme du charbon, me transperçaient d'en. Elle ouvrit la bouche, d'où s'écoula un liquide épais et fumant, et je sus que le moment suivant serait le dernier de ma vie. Mais quelque chose a changé. Il y a eu un bruit mécanique assourdissant, le système de défense du navire qui s'est mis en marche automatiquement. Une lumière rouge a inondé la pièce, et des défenses ont commencé à émerger des murs,
pointant des faisceaux laser sur les créatures. L'un des faisceaux toucha la créature la plus proche de moi, et sa peau se mit à fumer, répandant une odeur de chair brûlée. Elle hurla, mais le son ressemblait plus à un raclement de métal contre du verre. Ce bref répit me permit de reprendre des forces. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru jusqu'à la salle de commandement, où se trouvait l'issue de secours. Ma mission était claire, rejoindre le SAS et tenter de m'échapper pendant qu'il en était encore temps. En chemin, j'ai vu les restes de mon équipage. Ils étaient éparpillés dans tout le vaisseau, comme si ces choses voulaient m'aider que je vois chaque détail de leurs atrocités. Sarah, Carter, Richard, leurs visages n'avaient plus rien d'humain. C'était dans des masques de douleur, de peur et d'agonie sans fin. Je me dirigeais vers le centre de commandement et activais le système d'évacuation d'urgence. Le SAS commença à s'ouvrir, émettant un grincement prolongé. Mais les créatures l'ont remarqué. J'ai entendu leurs pas, leurs sifflements, leurs rugissements, et j'ai compris que je n'avais presque plus de temps. L'une des créatures a fait irruption dans le compartiment, ses membres s'enroulant autour de la porte, l'empêchant de s'ouvrir. J'ai saisi le premier outil qui me tombait sous la main, une grosse clé à molette, et je l'ai frappé de plein fouet contre sa tête tendue. La créature a hurlé, mais n'a pas reculé. Elle s'élança vers moi, et j'eus à peine le temps d'esquiver que je sentis ses griffes déchirer l'air près de mon visage. Je frappai à nouveau, cette fois en visant les yeux. Il a couiné, et j'en ai profité pour me précipiter hors de la pièce. Le sas était presque ouvert. J'ai sauté dans la capsule, et j'ai activé le lancement. Lorsque les portes se sont refermées, j'ai entendu les créatures se précipiter sur la capsule, griffant ses parois, mais elles-ci ne sont pas arrivées à temps. Les moteurs se sont mis en marche et j'ai senti la capsule s'éloigner du vaisseau. Par le hublot, je pouvais voir les créatures qui m'observaient de l'extérieur. Leurs yeux brillaient dans l'obscurité, remplis de rage. Je savais que je n'avais survécu que par miracle. La capsule se déplaçait avec une accélération croissante, laissant l'Hyperion derrière elle. Mais même à une distance sûre, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que ces créatures continuaient à m'observer, comme si leur présence était entrée dans mon esprit. Le bruit des moteurs couvrait tout, mais je croyais encore entendre des sifflements et des griffes grattant le métal dans le silence entre ces bruits. J'ai regardé l'écran du système de navigation. La capsule était programmée pour retourner automatiquement à la station orbitale. Il ne restait que quelques heures de vol, mais chaque minute me paraissait une éternité. Les souvenirs de ceux que j'avais perdus se bousculaient dans mon esprit. Les visages de Sarah, Carter et Richard me revenaient encore et encore, leur agonie et leur corps déformés. Il y avait un morceau de papier froissé sur le sol de la capsule. C'était un extrait du journal de mission que j'avais réussi à attraper avant de m'échapper. Je l'ai déplié d'une main tremblante. Le texte était flou, couvert de gouttes de sang, mais je pouvais encore en distinguer quelques lâches lignes. Expédition Hélio 7, observation 14. Forme de vie inconnue, très organisée, comportement agressif, imprévisible et mortel. Il est fortement déconseillé de s'en approcher. Pas de protocole d'interaction. J'ai refermé le magazine. Tout ce que nous avions vu dépassait tous les protocoles. Personne n'aurait pu nous préparer à ces créatures, à leur nature impitoyable et étrangère. Peu à peu, le monde autour de nous est devenu de plus en plus silencieux. Le seul bruit était ma respiration, lourde, intermittente, comme celle d'un animal traqué. J'essayais de me détendre, mais à chaque fois que je fermais les yeux, je les voyais. Leurs têtes tendues, leurs yeux immenses, et ces bouches d'où l'acide jaillissait, détruisant tout ce qu'ils touchaient. Au bout d'un moment, la capsule a atteint la station orbitale. J'ai entendu le ronronnement des machines. J'ai senti que la capsule était tirée lentement vers le sas. Dès que les portes se sont ouvertes,
j'ai été accueilli par des médecins et des officiers, au visage sérieux, mais dont les yeux lisaient plus de curiosité que de sympathie. On m'a immédiatement emmené dans une salle stérile où l'on a commencé l'interrogatoire. J'ai tout dit, sans cacher un seul détail. J'ai parlé des créatures, de la façon dont elles avaient déchiré la coque du vaisseau, de la façon dont elles avaient tué mes camarades, de la façon dont j'avais miraculeusement échappé. Mais leur réaction était étrange. Ils n'ont pas posé de questions sur les détails, n'ont pas exprimé de choc ou de surprise. On aurait dit qu'ils savaient déjà. Quelques heures passent plus tard, un grand homme en costume noir est venu me voir. Son visage était froid et il tenait un dossier dans ses mains. Vous comprenez que ces informations doivent rester strictement confidentielles, a-t-il dit, sa voix ressemblant à celle d'une machine et non à celle d'une personne qui vient de vivre un cauchemar. Je suis restée silencieuse. Il a posé le contrat devant moi, celui qui contenait les règles de non-divulgation. Je savais qu'en le signant, j'enterrais la vérité pour toujours, mais je savais aussi que je n'avais pas le choix. Au moment de signer, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Je n'étais plus un astronaute, un explorateur, un homme qui avait consacré sa vie à la recherche de la connaissance. J'étais désormais le gardien d'un secret dont je ne voulais pas me souvenir. Les années ont passé. J'ai quitté l'agence spatiale, laissant derrière moi une carrière dont j'avais été fier. Mais il était impossible de laisser les souvenirs derrière moi. Ils me hantaient, chaque nuit, transformant le sommeil en torture. Les visages de mes camarades, ces silhouettes allongées, leurs yeux noirs, insatiables, tout cela faisait partie de moi, s'inscrivant dans ma mémoire comme des cicatrices sur ma peau. Chaque nuit, j'entendais le même bruit, des griffes qui claquaient, des coups de métal, puis leur sifflement. Parfois, je pensais que j'étais de retour à bord de l'Hyperion, qu'ils étaient en mes proches, qu'ils se préparaient à franchir les murs de mon esprit. J'essayais de trouver du réconfort dans la vie de tous les jours, mais cela semblait faux. Personne autour de moi ne pouvait comprendre ce que je vivais, et je ne pouvais pas le leur dire. Le contrat de non-divulgation est devenu mon compagnon de tous les instants, me rappelant que la vérité ne m'appartenait pas. Mais avec l'âge, la peur a perdu de son pouvoir. À l'âge de 82 ans, j'ai réalisé que je n'avais plus rien à perdre. Ma santé déclinait, mais les jours raccourcissaient et le désir de me libérer de ce fardeau devenait de plus en plus fort. Je ne voulais pas partir en emportant ce cauchemar, en le laissant caché derrière des murs bureaucratiques. Un matin, je me suis donc assis à mon bureau. J'ai pris un vieux stylo et j'ai commencé à écrire. Le papier craquait sous mes doigts, mais les mots coulaient facilement, comme s'ils attendaient ce moment depuis des décennies. J'ai tout décrit. Comment nous avons vu les silhouettes sur la colline, comment elles nous ont observés, comment elles ont attaqué le bateau. J'ai décrit leur corps, leurs mouvements, leur nature inhumaine. J'ai décrit comment ils ont déchiré mes camarades, comment je me suis échappé, comment j'ai été réduite au silence. Chaque mot semblait sorti des profondeurs de mon âme, mais à chaque phrase, je me sentais plus léger. Je savais que cette lettre était ma confession, ma dernière tentative de dire la vérité au monde. Lorsque j'ai terminé, j'ai regardé ma montre. Il était tard. Le silence qui régnait dans la maison semblait presque apaisant, mais à l'intérieur, je me sentais anxieuse. Je savais que mon histoire susciterait de l'intérêt, et derrière elle, du danger. Cette nuit-là, j'ai entendu un bruissement derrière la fenêtre. C'était peut-être simplement le vent, mais je savais que ce n'était pas le cas. Je me suis approché de la fenêtre, mais je n'ai rien vu. Cependant, le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. J'ai envoyé la lettre à plusieurs adresses, notamment à des publications indépendantes et à des personnes de confiance. Mon temps était compté, mais je savais que la vérité devait être entendue. Quelques 2 jours ont passé, et, une nuit, j'ai entendu un bruit familier,
Un bruit de raclement. Mais cette fois, il ne provenait pas d'un rêve. Il provenait du couloir de ma maison. Je me suis levé, j'ai pris ma torche et je me suis dirigé vers le bruit. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. La lumière de la torche mettait en évidence les rayures sur les murs, profondes et régulières, comme des griffes. Quand je me suis retourné, je les ai vues. Des silhouettes à la tête tendue se tenaient au bout du couloir. Leurs yeux brillaient dans l'obscurité et un liquide épais coulait de leur bouche. Ils étaient mon envenu pour moi. Je savais que c'était la fin.